Bonjour les étudiants du de l'ensemble 7, semestre 3, sciences économiques et gestion, module d'échantillonnage et estimation. Là, nous allons aborder dans ce qui suit le- la leçon sur d'échantillonnage et d'estimation, la partie échantillonnage et estimation, proprement dite. Et l'échantillonnage et l'estimation, c'est comme lorsqu'on parle de statistiques descriptives, par exemple, vous avez vu au semestre 1, ça c'est la statistique descriptive. Vous calculez la moyenne X bar, la médiane, etc., l'intervalle interquartile, tout ça, tout ça, tout ça, la fréquence cumulée. Ça, c'est la statistique descriptive, vous l'avez vu au semestre 1. Ça, c'est la statistique. Et puis, au semestre 2, vous avez étudié les probabilités. Les probabilités, c'est pas la statistique descriptive, c'est ce qu'on appelle la statistique mathématique. La statistique mathématique. Aujourd'hui, on est en train de faire le cours d'échantillonnage et d'estimation. Et l'échantillonnage et d'estimation, il relève de la partie de la statistique appelée inférence statistique. Inférence statistique ou bien statistique inférentielle. De quoi s'occupe cette statistique inférentielle? Ben, il s'occupe des phénomènes d'induction, c'est-à-dire des phénomènes d'influence entre une population et un échantillon. Il étudie les rapports qui existent entre une population et les échantillons qu'on peut avoir à partir de cette population. C'est-à-dire, moi, si je connais, par exemple, si je connais la population et que je ne connais pas l'échantillon, je connais la population, lorsque je dis je connais la population, ça veut dire qu'il y a un caractère qui est étudié sur la population et je le connais. Je connais sa moyenne, par exemple, sa variance, la loi de probabilité d'une variable, etc. Ça, je connais la population. Par exemple, la population des notes, les notes des étudiants d'un ensemble. La population des notes, ben, je connais sa moyenne, sa variance pour toute la population. Mais si je prends un échantillon, si je m'intéresse à un échantillon, alors est-ce que je peux, à partir de ce que je connais sur la population, je peux comprendre ce qui se passe dans l'échantillon? Donc, connaître les caractéristiques de l'échantillon. Si vous cherchez à faire ce travail-là, si vous êtes dans cette direction, ça, ce qu'on appelle l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est-à-dire que la population est connue, mais à partir de la population, on peut tirer des idées, on peut avoir une idée, etc. On peut chercher à connaître l'échantillon, c'est-à-dire les caractéristiques de l'échantillon. Sa moyenne X bar, etc. C'est la distribution, de la moyenne, de la variance, etc. Mais ça, lorsque vous connaissez la population, j'ai dit, et vous ne connaissez pas l'échantillon, alors vous essayez de tirer des, 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 des informations à partir de la population pour, bien sûr, les projeter sur l'échantillon. Et ça s'appelle l'échantillonnage. Mais à l'inverse, lorsque on ne connaît pas la population, on ne connaît pas les caractéristiques d'une variable aléatoire définie sur la population. On ne connaît pas une variable aléatoire, par exemple, la note des étudiants de l'ensemble, je ne connais pas sa moyenne, je ne connais pas sa variance, je ne connais pas le maximum, le minimum, je ne connais pas la distribution des notes, etc. Et si j'essaye à l'aide, si je tire un échantillon, bien sûr, on suppose que l'échantillon est représentatif. Si je tire cet échantillon et que j'essaye d'approcher ou d'avoir une idée sur les caractéristiques de la population. Mais je ne connais pas, par exemple, la moyenne des notes d'un ensemble et je prends un échantillon de quelques étudiants ou un échantillon, par exemple, de 20 étudiants, de 40 étudiants, etc., 50, 25 étudiants, et et je calcule sa moyenne, je calcule la moyenne X bar de l'échantillon,
Et si l'échantillon est bien choisi, alors je pourrais dire que ce x bar, qui est la moyenne de l'échantillon, peut me donner une idée ou peut remplacer ou peut estimer la moyenne M de la population, la moyenne M de l'autre. Donc voilà un peu ce que signifie l'estimation. L'estimation, ça veut dire la population n'est pas connue et je, je cherche à l'approcher, à l'estimer à partir de l'échantillon. Premièrement, la théorie de l'échantillonnage. La théorie de l'échantillonnage, euh, bon, comme je viens de le dire, si vous connaissez une population, ça veut dire vous connaissez la loi de probabilité sur une population et la moyenne, les paramètres d'une variable sur la population et, et vous cherchez à utiliser, à exploiter ces données pour pour connaître l'échantillon, pour bien sûr voir plus clair sur l'échantillon. Alors, quand vous passez de la population à l'échantillon, vous ne passez pas aux individus de l'échantillon, vous passez aux caractéristiques de la variable. Par exemple, je donne toujours l'exemple, le même exemple, la note des étudiants. Je connais la note des étudiants, je connais sa moyenne, toute la classe. Mais lorsque je cherche à connaître l'échantillon, j'ai un échantillon, je prends un échantillon et je cherche à voir comment je peux profiter ou exploiter les données de la population pour toucher l'échantillon, alors là, je vais repérer cela à travers la moyenne de la population, de l'échantillon, par exemple, sa fréquence Fn lorsqu'il s'agit d'une proportion, la variance sigma E au carré, etc. Donc, ces différentes caractéristiques, lorsque vous connaissez la population, vous connaissez une variable sur la population, qui est définie sur la population comme étant variable aléatoire, et vous connaissez ses paramètres. Donc, lorsque vous, lorsque vous cherchez à connaître la moyenne x bar, par exemple, d'un échantillon, alors x bar d'un échantillon, il se présente comme une variable aléatoire. Au début, avant que l'échantillon ne soit tiré, x bar se présente comme une variable aléatoire. La variance de l'échantillon se présente comme une variable aléatoire puisque l'échantillon n'est pas encore tiré. La fréquence ou la proportion, la fréquence des individus qui possèdent un certain caractère, par exemple, il se présente comme une variable aléatoire. Et donc, ces variables aléatoires portent le nom de distribution d'échantillonnage. Distribution d'échantillonnage. Donc, on va voir, qui dit échantillonnage, dit bien échantillon. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? D'abord, au préalable, au début, on va rappeler un peu la définition d'un échantillon. Qu'est-ce qu'un échantillon? Un échantillon, bien sûr, il faut signaler une chose. Lorsqu'on parle d'échantillon, il ne s'agit pas de dire que l'échantillon, c'est un ensemble d'individus émanant appartenant à une population. Non, mais l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on est en train d'étudier sur cette population. S'il s'agit des notes, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les individus, les étudiants, ce sont leurs notes. Donc, la note de l'étudiant numéro 1, la note de l'étudiant numéro 2, la note de l'étudiant numéro 3, c'est-à-dire le numéro 1 qui est tiré dans l'échantillon. Le premier qui est tiré dans l'échantillon s'appelle l'étudiant numéro 1. Le deuxième qui est tiré dans l'échantillon s'appelle l'étudiant numéro 2. Donc, jusqu'à l'étudiant numéro N, par exemple. Donc, lorsque vous tirez ces valeurs, vous tirez des notes, c'est-à-dire vous tirez un étudiant, lorsque vous prenez le nom d'un étudiant, alors il y a la note avec, il y a aussi sa note, donc vous marquez la note. Et donc, vous avez la première note, la deuxième note, la énième note. Donc, avant de tirer cet échantillon, tout cela se présente comme des variables aléatoires. Par exemple, si moi,
je tire, je connais, je sais que la note, d'une matière, la note s'appelle X. Si la note X est distribuée, par exemple, est distribuée selon une certaine loi, par exemple la loi normale ou autre, alors si vous avez X qui est dans la population distribué selon une certaine loi, alors, et si vous tirez la première valeur, si vous tirez la première valeur de l'échantillon, avant de la tirer, vous attendez à la première valeur, vous dites voilà, cette valeur, il peut être la valeur, la note de cet étudiant, il peut être la note de cet autre étudiant, etc., etc. Et vous faites le tour de toute la classe. Donc, ça vous rappelle la variable x. Comme la variable x, la première valeur x1 se comporte comme la variable x. Donc, il sera distribué de la même façon que x, il aura les mêmes paramètres que x, etc. x2, c'est la même chose. Lorsque vous vous apprêtez, vous cherchez à tirer le deuxième élément, la deuxième note, la deuxième valeur, alors, avant de tirer, ça peut être n'importe quel élément de la classe. Donc, ça veut dire, c'est comme la variable x au début qui était définie dans la population. Donc, vous voyez bien que x1, x2 et xn qui forment l'échantillon, là, ce sont des variables aléatoires. Chaque xi est une variable aléatoire ayant pour loi de probabilité la loi de xi, L de xi, et L de xi, ce n'est autre que la loi de x, L de x. Donc, vous voyez bien que l'échantillon, finalement, c'est quoi? Un échantillon de taille n, eh bien, c'est un ensemble de n variables aléatoires, x1, x2, xn, indépendantes, parce que lorsque vous tirez, vous vous apprêtez à tirer une deuxième fois, donc c'est indépendamment de la première fois. Donc, ce sont des variables aléatoires indépendantes et qui sont distribuées de la même façon. Ils ont la même loi de probabilité qui est en fait la loi de x, de la variable mère dans la population. Donc, nous avons vu que lorsque on s'intéresse à la, la moyenne x bar dans un échantillon, bien sûr, avant le tirage de l'échantillon, eh bien, le x bar, la moyenne x bar se présente comme une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, il porte le nom de distribution d'échantillonnage de la moyenne. Distribution d'échantillonnage de la moyenne. Donc, c'est une variable aléatoire appelée distribution d'échantillonnage de la moyenne. Donc, alors, si c'est une distribution d'échantillonnage, si c'est une variable aléatoire, alors quelle est donc sa loi de probabilité? Quelle est sa moyenne? Quelle est sa variance ou son écart type, etc. Donc, on va, cela, pour répondre à ça dépend de la situation de départ. Si vous avez une variable, la note, par exemple, des étudiants est distribuée selon une loi normale dans la population. Donc, la note K ou X dans la population, la note sur la population est normale, distribuée selon une loi normale. On parle de population normale. Voilà, X suit une loi normale M sigma, de paramètres M sigma. Donc, X bar, c'est quoi? X bar, par définition, c'est la somme des XI, c'est la somme de toutes les valeurs de l'échantillon divisé par le nombre ou la taille de l'échantillon. Eh bien, on peut montrer que cette variable X bar suit une loi normale parce que c'est une somme de n variables, ça c'est somme des xi de i allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est x1 plus x2 plus x, ce nombre que je suis en train de montrer, c'est somme des xi, c'est x1 plus x2 plus x jusqu'à xn. Donc et chaque xi c'est une variable normale. Et donc variable normale plus variable normale plus variable normale, etc. La somme de n variables normales, c'est une variable normale. Et lorsque vous divisez par un nombre, ça reste normal. Donc, x bar, c'est une variable aléatoire normale de paramètres m et sigma sur racine de n. Pourquoi m? Eh bien, on montre que l'espérance de x bar, c'est la moyenne m, c'est l'espérance de x bar.
l'espérance de x bar, c'est l'espérance de la somme des xi sur n. Et bien sûr, E, on a dit que E, c'est un paramètre, ou c'est pas un paramètre, c'est un opérateur linéaire. C'est un opérateur linéaire, donc tout ce qui n'est pas variable, il peut sortir du symbole, donc le symbole de l'espérance. L'espérance, c'est un opérateur linéaire. Regardez celui-là. Et même celui-là, la somme sigma, c'est un opérateur linéaire. Donc, on peut dire c'est une application linéaire. Donc, application linéaire, c'est f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et f de lambda x est égal à lambda f de x. Ici, vous avez 1 sur n. Ici, vous avez 1 sur n multiplié par la somme des xi. Donc, je sors 1 sur n puisqu'il est constant. Et ça donne 1 sur n, espérance de la somme des xi. Donc, c'est 1 sur n. L'espérance de la somme, ici, cette somme, c'est x1 plus x2 plus l'espérance de x1 plus x2 plus espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de etc. etc. Donc, c'est la somme des espérances. Donc, 1 sur n, somme des espérances de xi. Et comme l'espérance de xi, quel que soit i, hein, i égale à 1 ou i égale à 2, l'espérance de xi est égale à m. Donc, vous aurez 1 sur n, la somme des m. Et comme nous avons le m qui se répète n fois, donc nous aurons 1 sur n, m est égal à m. Donc l'espérance de x bar est égale à m. Donc voilà, x bar c'est une variable aléatoire d'espérance mathématique m. La variance de x bar, bien sûr, x bar c'est somme des xi sur n. Donc c'est la variance de somme des xi sur n. Et lorsque nous avons la variance, c'est pas un opérateur linéaire. La variance, c'est un cas particulier de la covariance. Et la covariance, c'est un opérateur bilinéaire. Donc, il est bilinéaire, ça veut dire lorsque vous sortez n au carré. Donc, vous avez 1 sur n multiplié par somme des xi. Donc, c'est 1 sur n au carré qui va sortir. 1 sur n au carré qui va sortir. Variance de la somme des xi. Et puisque les xi sont indépendantes, alors la variance de somme est égale à la somme de variance. Variance de la somme est égale à la somme des variances. Donc, c'est la somme des variances. Et comme la variance de xi est égale à sigma carré, donc cela veut dire que nous avons 1 sur n carré, somme des sigma carré. Et sigma carré, c'est une constante. Donc, vous avez n fois sigma carré. Donc, voilà, vous avez cette valeur, la variance. La variance de x bar est égale à sigma carré sur n. Lorsque la variance est égale à sigma carré sur n, bien sûr, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est la racine carrée de sigma carré sur n. La racine de sigma carré sur n, c'est-à-dire sigma sur racine de n. Ainsi donc, x bar sur une loi normale, m sigma sur racine de n. Et bien sûr, lorsqu'on a une variable normale, on peut la centrer, on doit faire le centrage et la réduction. Donc centrer, ça veut dire centrer sur la moyenne, x bar moins m, et réduire, ça veut dire vous divisez par l'écart type, vous divisez par sigma sur racine de n, et ainsi donc, vous tombez sur une loi normale centrée réduite, qui 0, 1, m égale à 0 et sigma égale à 1. Ça, lorsque nous avons vu que le cas où la population, où x dans la population était normal. Maintenant, si x il n'est pas normal, il est distribution quelconque. C'est-à-dire que la loi de x, on ne la connaît pas, ou bien il est quelconque, on ne sait pas qu'il est normal ou qu'il n'est pas normal en fait. Alors lorsque n est grand, si n dépasse 30 ici, la variable aléatoire x bar est approximativement normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine de n. X bar donc est approximativement, ça c'est approximativement, il suit approximativement une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine de n. Donc puisque c'est normal, donc vous avez t égale x bar moins la moyenne sur l'écart type. X bar moins m sur sigma sur racine de n, il suit une loi normale 0,1. Ça, c'est pour la distribution d'échantillonnage de la moyenne. Maintenant, la distribution d'échantillonnage de la fréquence. Ça, c'est Fn.
Imaginons une population où une proportion P possède un certain caractère A. Par exemple, une population, ça on l'a vu déjà dans le cadre de la loi binomiale, la loi de Bernoulli, etc., la loi hypergéométrique. Donc, une population est divisée en deux sous-ensembles. Donc, et un ensemble un sous-ensemble dont les éléments possèdent un certain caractère. Par exemple, l'étudiant reçoit une bourse, ça c'est le caractère A. L'étudiant ne reçoit pas une bourse, ça c'est le contraire du caractère A, c'est A bar si vous voulez, ou non A. Donc, supposons une population où une proportion P d'individus possède un caractère A. On tire au hasard un échantillon de taille n, on tire au hasard un échantillon de taille n, et un échantillon de taille n, c'est x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et on s'intéresse à la fréquence fn d'individus de l'échantillon possédant le caractère A. Et cet échantillon, on s'intéresse à ceux possédant le caractère A. Donc c'est un peu comme la loi binomiale, comme la loi hypergéométrique. Fn se présente comme une variable aléatoire. Donc si vous voulez calculer Fn c'est quoi? C'est le nombre d'individus qui ont le caractère divisé par n, divisé par la taille de l'échantillon. Donc Fn se présente comme une variable aléatoire normale de moyenne m, de moyenne p et d'écart type sigma sur racine de n. Non, et d'écart type, pardon, racine de pq sur n. Donc, si nous avons ici, si n, je ne sais pas si on l'a précisé, non, je ne sais pas. Non, de toute façon, ici, il fallait préciser que n est suffisamment grand. Donc, si n dépasse par exemple 30, alors Fn se présente comme une variable aléatoire normale de moyenne P et d'écart type racine de PQ sur n. Donc, Fn, c'est quoi Fn? Par définition, c'est le nombre d'individus qui ont les caractères divisé par n. Par exemple, le nombre d'étudiants qui ont la moyenne divisé par, par exemple, l'échantillon, il y a 20 étudiants. Et vous avez 12 étudiants qui ont la moyenne. Donc, Fn, c'est le nombre d'étudiants qui ont la moyenne, c'est 12 divisé par 20, ça veut dire 60%. Donc, vous avez xi, xx, c'est quoi? C'est la somme des xi. Et vous avez xi se présente comme une variable indicatrice qu'on appelle une variable indicatrice, c'est-à-dire que xi, si l'étudiant, si l'individu possède le caractère A, xi est égal à 1. Si l'individu I ne présente pas le caractère A, donc xi égale à 0. On a donc cette petite variable xi, c'est une variable de Bernoulli. C'est une variable de Bernoulli du paramètre P. Donc, il prend la valeur 1 ou la valeur 0. S'il prend la valeur 1, ça veut dire que l'individu I possède le caractère. Si xi égale à 0, ça veut dire que l'individu I ne possède pas le caractère. Ça, c'est ce qu'on appelle Bernoulli de paramètre P. Et x égale la somme des xi. X, il suit une loi binomiale de paramètre NP. Si n est grand, je reprends, si n est grand, alors n supérieur à 30, Fn suit une loi normale de paramètre P et racine de Pq sur n. Voilà, donc ici on a fait le centrage, la réduction, et ça nous donne la loi normale 0,1. Ça permet de passer à la table de la loi normale. Si vous avez n0,1, la loi normale centrée réduite 0,1, ça veut dire que vous pouvez utiliser la table de la loi normale. Bon, pourquoi l'espérance de la fréquence est égale à P? Donc, on sait que la fréquence, c'est X sur N. Et
l'espérance de x sur n, c'est 1 sur n, espérance de x. Et l'espérance de x, puisque x, il est binomial. X, il est binomial. Vous avez le caractère, vous n'avez pas le caractère. X, c'est le nombre. Donc, vous avez x égale à, l'espérance de x égale à np. Vous avez 1 sur n fois np est égal à p. Donc, l'espérance de fn est égale à p. La variance de fn, variance de x sur n, est égale à 1 sur n carré variance de x, et voilà. Donc, ça donne 1 sur n carré. La variance de x, c'est npq. Et donc, vous simplifiez, voilà les quartiers. Maintenant, la distribution d'échantillonnage de la variance. La variance, quand on parle de variance, ça veut dire la variance de l'échantillon. Sigma E au carré. Sigma E au carré. Ça, c'est la variance de l'échantillon. Soit x, une variable normale de moyenne M et d'égard type sigma dans une population. La variance sigma E au carré d'un échantillon, l'échantillon x1, x2, etc., la variance de cet échantillon est définie par sigma E au carré égale somme des xi moins x bar au carré sur n. Ça, c'est la variance de l'échantillon. La variable aléatoire y égale à n. Donc, si vous avez cela, une loi normale, et vous avez toujours cette variance qui est comme ça, et un échantillon de taille n. Alors, si vous mettez n, sigma, si vous multipliez sigma au carré fois n, alors vous avez, si vous divisez par sigma carré, vous trouvez une variable qu'on appelle y, par exemple ici. Et cette variable y, il suit une loi, ce qu'on appelle une loi du qui2 à n-1 degré de liberté. Ça, on a vu déjà la loi de qui2, mais c'est n-1 degré de liberté lorsque vous avez n sigma au carré sur n. Mais vous voyez bien que le n sigma e au carré qui est là en haut, il peut être remplacé par la somme des xi moins x bar au carré, celle-là. C'est ce qu'on dit. Pourquoi somme des xi moins x bar au carré? Si vous regardez dans cette égalité, c'est égal à n fois sigma e au carré, n fois sigma e au carré. Voilà, n fois sigma e au carré. Donc, je peux remplacer n sigma au carré par somme des xi moins x bar au carré. Et je peux le garder comme ça. Cette variable issue de loi de Q2 a n-1 degré de liberté. On peut écrire la n sigma e au carré sur sigma carré issue de loi de Q2 à n-1 degré de liberté, ou bien n sigma e au carré sur sigma carré est égal à Q2 n-1. Donc vous dites issue de loi de Q2, ou il est égal à Q2, c'est la même chose. Hein. Et vous avez là la table devant vous, la table de la loi normale. Vous pouvez utiliser la table de la loi normale. La table ici, la table de student Fisher, la table de student. On va voir cette loi. Vous allez voir dans les exercices que je vous proposerai après-demain. Deuxièmement, on a vu la théorie de l'échantillonnage, maintenant on va voir la théorie de l'estimation. On a vu que l'estimation, que lorsque une population n'est pas connue, ou plus précisément, lorsque les caractéristiques d'une variable aléatoire x définie sur cette population ne sont pas connues, par exemple la moyenne, la variance, etc., ou la loi de probabilité, on utilise un échantillon supposé être représentatif pour approcher cette population. Par exemple, lorsque la moyenne m d'une variable aléatoire sur la population n'est pas connue, on l'estime à l'aide de la moyenne de l'échantillon qui est x bar.
Mais un paramètre inconnu d'une population peut être estimé à l'aide d'une valeur unique. Bien sûr, cette estimation, il peut s'effectuer lorsque je dis estimer une valeur. Je vous donne une valeur approchée, je vous donne une estimation, une estimation d'une valeur. Lorsqu'on estime une valeur de la population, on peut l'estimer par un paramètre de la population, on peut l'estimer par une seule valeur, une valeur unique. On nous dit on l'estime par un point. On parle dans ce cas d'estimation ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire que c'est bien d'un point, à l'aide d'un point, estimation ponctuelle. Ou cette estimation peut être à l'aide d'un intervalle. Par exemple, quelqu'un vous dit, ne me dites pas la moyenne est égale à cela, dites-moi plutôt la moyenne est entre cette valeur et cette valeur. Et ça, ce serait plus logique, plus correct si vous voulez. Il vous dit non, non, j'accepte pas une seule valeur, donnez-moi un intervalle et dites-moi que la moyenne que vous cherchez, il est entre cette valeur et cette valeur. Donc, on peut estimer à l'aide d'un intervalle qui contiendrait le paramètre estimé avec une probabilité ou un coefficient de confiance fixé à l'avance. On parle dans ce cas d'estimation par intervalle de confiance. Remarque, le coefficient de confiance, 1 moins alpha, doit être grand. Bien sûr, si vous estimez, vous me dites, voilà, la moyenne, je l'estime à tant, combien, etc. Mais il faut faire cela avec, vous dites, il y a 90% que la moyenne soit égale à ceci ou soit égale à cela. Ah, ça c'est bien. Et je me dis, il y a 25% que la moyenne, c'est pas intéressant. Je me dis 25%, c'est pas une probabilité, c'est pas la confiance. Moi, je cherche une confiance qui est grande, qui soit grande. Donc, vous dites, moi, ça avec 95%, avec 99%, avec, etc. Donc, ça, c'est le coefficient de confiance qui s'appelle 1 moins alpha. Et le alpha s'appelle le risque. Si le 1 moins alpha est grand, le alpha qui est le risque, il est petit. Bon, voyons maintenant qu'en est-il de l'estimation ponctuelle. L'estimation ponctuelle, qu'est-ce que c'est qu'un estimateur? Un estimateur, soit x, une variable aléatoire ayant pour loi de probabilité L de x, soit θ, un paramètre inconnu de cette loi. Θ, ça peut être la moyenne, ça peut être la variance, ça peut être la proportion, etc. On tire un échantillon de taille n et on cherche une statistique appropriée pour approcher θ. C'est-à-dire donner une valeur à θ ou bien estimer θ. Cette statistique est appelée estimateur de θ. L'estimateur de θ est désigné par θ chapeau. On rappelle qu'une statistique est toute grandeur. C'est quoi une statistique? Lorsqu'on parle d'une statistique, c'est quoi une statistique? C'est pas la matière statistique, mais c'est qu'est-ce que c'est qu'une statistique? Une statistique, c'est une grandeur, c'est un nombre qui est connu une fois l'échantillon est connu. Par exemple, si vous avez x1, x2, xn, etc., vous pouvez calculer la somme des xi. Vous pouvez calculer la somme des xi au carré. Donc, somme des xi, somme des xi au carré, etc., s'appelle des statistiques, une statistique. Donc, c'est une statistique, lorsque vous connaissez l'échantillon, vous connaissez la statistique. Vous pouvez calculer la statistique. En fait, une statistique est toute fonction de n valeurs d'un échantillon. C'est Tn de x1, x2, c'est une variable, c'est une fonction de n valeurs, de n variables. N variables qui s'appelle x1, x2, xn. Donc, la fonction Tn de x1, x2, xn peut être soit somme des xi, soit somme des xi carré, etc., supérieur, le sup des xi, i allant de 1 à n,
lorsque vous avez un ensemble de valeurs, n valeurs, vous pouvez connaître quelle est la valeur supérieure, qui est la plus grande valeur, etc. Ainsi donc, θ chapeau est égal à Tn de x1, x2. Donc, θ chapeau n'est autre que cette fonction de n variables. Par exemple, l'estimateur de m est x bar. M, c'est la moyenne de la population. X bar, c'est la moyenne de l'échantillon. L'estimateur de P, le pourcentage ou la proportion dans l'échantillon, c'est le pourcentage ou bien la proportion dans l'échantillon qui s'appelle Fn. L'estimateur de sigma carré de la variance, c'est S carré. Avec S carré est égal à la somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Ça nous rappelle un peu la variance de l'échantillon. Sauf qu'au lieu de n, on a mis n moins 1. On a mis n moins 1. C'est pour ça qu'on l'appelle, on n'appelle pas la variance, on appelle la quasi-variance de l'échantillon. Quasi, ça veut dire presque. Presque la variance. C'est presque la variance de l'échantillon. Donc, remarque, x bar, lorsque vous écrivez, hein, j'ai oublié de faire cette remarque, lorsque vous écrivez x bar en majuscule, on parle de l'estimateur de m. X bar, c'est l'estimateur de m. Mais lorsqu'on pose x bar en minuscule, ben, on ne parle plus de estimateur, on parle de estimation. C'est-à-dire c'est l'estimateur qui est déjà calculé. Donc on parle de estimation de m. Les propriétés, donc, mais n'importe quel estimateur, on ne peut pas le prendre des estimateurs comme ça, choisir n'importe quelle valeur et dire ça c'est un estimateur. Non, l'estimateur, il doit vérifier, il doit posséder certains caractères ou certaines conditions. Il doit satisfaire certaines conditions. Un estimateur d'état chapeau d'un paramètre d'état doit remplir un certain nombre de conditions, dont principalement l'absence de biais. Il ne doit pas y avoir de biais. Et il doit y avoir une convergence, la convergence, ou avoir une variance minimale, etc. L'absence de biais. Qu'est-ce que c'est que l'absence de biais? Un estimateur θ chapeau d'un paramètre θ, il est dit sans biais si l'espérance de θ chapeau est égale à θ. Le biais est égal à B égale à E de θ chapeau moins θ. Donc, si vous avez E de θ chapeau égale à θ, il n'y a pas de biais. Mais si vous avez E de θ chapeau différent de θ, il y a un biais. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de biais, E de θ chapeau égale θ, ou bien E de θ chapeau moins θ égale à 0. Ça, il n'y a pas de biais. Mais si E de θ chapeau moins θ n'est pas égal à 0, il y a un biais. C'est-à-dire, par exemple, x bar est un estimateur sans biais de m. En effet, si vous trouvez e de x bar égale à m, donc c'est un estimateur sans biais de m. Et ça, vous avez les calculs devant vous, on a déjà vu ça. Fn est un estimateur sans biais de p. En effet, regardez, voilà, on a déjà calculé ça. Convergence, un estimateur de θ chapeau de θ est dit convergent si sa variance tend vers 0 lorsque l'échantillon est suffisamment grand. On note que la limite de la variance de θ chapeau est égale à 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc voilà, ça c'est clair. Donc, si, par exemple, x bar est un estimateur convergent de m, parce que la variance de x bar, en fin de compte, est égale à sigma carré sur n, et sigma carré sur n, il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Bon, voilà, pour Fn, c'est la même chose, c'est un estimateur convergent de P. En effet, la variance de Fn est égale à PQ sur n, et puisque n peut varier, P et Q sont constantes, et n varie. Si n tend vers l'infini, si n est grand, alors la variance tend vers 0. On parle dans ce cas d'estimateur convergent. Bien, alors l'estimation par intervalle de confiance. L'estimation par intervalle de confiance, au lieu donc d'un nombre, on choisit un intervalle, et cet intervalle qu'on appelle l'intervalle de confiance. La moyenne, au lieu de vous dire la moyenne, c'est x bar. À la moyenne, vous calculez x bar, et vous me dites c'est la moyenne, de m, il peut remplacer la moyenne. Donc je vous dis s'il vous plaît, donnez-moi un intervalle qui soit centré sur x bar. X bar est au milieu, mais à droite et à gauche, il y a quand même un espace
Et c'est là où vous allez me repérer la moyenne M. Donc, pour l'intervalle de confiance de la moyenne, il se présente toujours comme suit. Intervalle de confiance de M est égal à x bar moins T alpha sigma sur racine de N, et x bar plus T alpha sigma sur racine de N. Vous voyez bien que cet intervalle, il est centré sur x bar. Donc, vous avez x bar moins T alpha, et x bar plus T alpha sigma sur racine de N. Donc, il est centré sur x bar. Et le x bar, il est connu. Le x bar, en général, il est donné. Sigma, il est donné. Racine de n, il est connu. Mais ce qui n'est pas connu, c'est T alpha. Et T alpha, comment vous pouvez l'avoir? Et donc, vous mettez pi de T alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Et vous avez la table de la loi normale vous donne la valeur de T. Donc, comme il y a un exemple, vous pouvez suivre cet exemple. Et pour le cas où la population est normale, mais si la variance, si l'écart type, tout à l'heure, on a vu que l'écart type était connu. L'écart type était connu. L'écart type était connu, il était de 2,5. Maintenant, l'écart type n'est pas connu. Si l'écart type n'est pas connu, il est remplacé par S, parce que la variance est remplacée par S carré. L'écart type est remplacé par S. Et dans ce cas, on va passer à une autre loi